Bienvenue à votre émission En Aparté. En Aparté a le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Makhtar Gueye, qui est le vice-président de l'ONG Jamra. M. Gueye, bonjour. Bonjour, M. Daouda Baya. Voilà, donc l'ONG Jamra et Bangatché viennent de boucler, n'est-ce pas, un périple auprès des chefs religieux pour les sensibiliser à la menace terroriste. Est-ce que vous avez eu une oreille attentive auprès des chefs religieux? Oui, je vous remercie parce que en fait, comme vous êtes censé le savoir, vous de la presse, c'est une tradition vieille de 25 ans à laquelle Jamra a voulu s'acquitter en dépit de l'absence due au rappel à Dieu du défunt fondateur de Jamra, Abdou Latif Gueye. On avait effectivement l'habitude à l'occasion de chaque période de célébration de la naissance du prophète de l'islam, Sayyidina Mohamed, de faire le tour de toutes les grandes familles religieuses. Touba, Tivaouane, Ndiassane, Thiénaba, Niassène, Médina Baye, Layène, et on termine souvent par Dakar avec la famille omarienne. Alors, à chaque tournée, donc, comme vous avez dû vous en rendre compte, on avait l'habitude de l'illustrer par un thème d'actualité. Il fut un temps, c'est le fameux livre du défunt professeur Sankharé qui avait suscité beaucoup de polémiques dans ce pays, qui était, disons, d'actualité. Il fut un temps également, il était question de parler du film blasphématoire de Sam Bézil intitulé Innocence of Muslim, et qui considérait l'islam de manière injurieuse comme un cancer social, etc. Alors donc pour cette édition 2015, naturellement, l'actualité tournait autour de la menace djihadiste. Et nous, joignant l'acte à la parole, nous avons donc conçu un mémorandum de quelques 3 ou 4 feuilles destinées aux autorités religieuses et comportant des mesures préconisées par nos deux organisations, c'est-à-dire Jamra et la coalition Bangatché. Brièvement, quelles sont les mesures que vous préconisez par rapport à... Bon, la mesure que nous préconisions, c'est que les autorités religieuses se gardent de laisser l'État seul chercher à faire face à ce fléau. Parce que nous leur avons clairement fait comprendre qu'il s'agit d'un sujet très délicat et nous estimons que l'État du Sénégal n'est pas suffisamment outillé pour y faire face. Parce que n'oublions pas qu'il s'agit d'un travail de communication à faire en amont, en tenant compte naturellement que, et c'est une opinion qui est largement répandue à travers le monde, que les mouvances djihadistes ont pour habitude de recruter au niveau des franges sociales qui sont très souvent confrontées à des problèmes courants de la vie tels que le chômage, la précarité, etc. et qui n'ont pas d'autres orientations que de se laisser entraîner dans n'importe quelle sorte d'issue de secours. Alors nous leur avons donc dit que cette couche fragile-là, il serait périlleux de la laisser à la merci des propagandistes qui, à travers des sermons incendiaires, entreprennent de faire croire aux jeunes que les difficultés que vous rencontrez sont dues à la société dans sa configuration actuelle. Et pour y remédier, il faut changer complètement, il faut mettre en œuvre un islam pur et dur, un islamisme radical, un fondamental religieux, etc. Et c'est ainsi que beaucoup de jeunes ont été charmés par ce discours djihadiste et ont donc franchi le pas pour aller grossir les rangs de Daesh, de l'organisation des États islamiques. Alors, ces jeunes-là, l'État ne peut pas leur parler parce qu'il y a déjà une barrière psychologique très forte entre l'État et eux. Le message ne passe plus. Alors nous avons donc demandé aux chefs religieux de prendre le relais à travers les gamous, à travers les sermons du vendredi, pour amener ces jeunes-là à la raison. Il y en a qui sont déjà partis, parce que la presse se fait régulièrement l'écho de certains jeunes qui ont rejoint les rangs de Boko Haram du Nigeria et d'autres, les rangs de Daesh au niveau de la Syrie. Mais pour ceux qui ne sont pas encore partis, nous pensons que les autorités religieuses sont plus habiles
pour leur tenir le langage qu'il faut. Justement, par rapport à l'attitude des pouvoirs publics, récemment, le Macky Sall, président en exercice de la CEDEAO, a proposé, n'est-ce pas, à ce qu'on annule au sein des pays membres de la CEDEAO le port de la burqa. Est-ce que, le cas échéant, le Sénégal ou bien ces pays membres de la CEDEAO ne s'exposent pas à des risques? Non, déjà, sur cette question, nous déplorons le fait qu'il y ait eu de la cacophonie gouvernementale. Parce que déjà le 10 novembre, à l'occasion du Forum international sur la sécurité et la paix qui s'est tenu ici à Dakar, le président Macky Sall avait eu à exhorter ses pairs africains à se cantonner sur un islam tolérant, l'islam que nous avons toujours connu depuis le XIe siècle, non sans fustiger le port de la burqa qu'il considère comme venant d'une culture qui n'est pas la nôtre. Alors, naturellement, dès le lendemain, tous les journaux ont fait leur une de cette affaire en disant que le président Macky Sall préconisait l'interdiction de la burqa. Mais quelques semaines plus tard, vers le 20-22, à l'occasion de l'attentat terroriste de l'hôtel Radisson de Bamako, lorsque le président Macky Sall était allé présenter ses condoléances à son homologue malien, les journalistes l'ont encore une fois interpellé. Et là, il a dit autre chose en disant qu'il n'avait fait qu'exprimer un point de vue personnel concernant l'éventuelle interdiction de la burqa et qu'il appartenait à ses pairs de la CEDEAO, dont il est le président, de prendre éventuellement une mesure communautaire. Alors, ce qui a été fait, parce que la dernière réunion qui s'est tenue, regroupant les États membres de la CEDEAO, la mesure a été prise de manière unanime pour procéder à l'interdiction du port de la burqa. Mais évidemment, il y a eu entre-temps des dérapages constituant des effets collatéraux de cette cacophonie au niveau étatique. Des femmes portant la burqa ont été agressées ici à Ouakam et d'autres ont été menacées de violence. Alors tout cela est dû au fait que les populations ont perçu cette cacophonie-là d'une manière très négative et chacun l'a interprété à sa façon. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons suggéré au président Macky Sall, par le biais d'une déclaration publique que nous avons faite, mais également par une correspondance que nous lui avons fait parvenir officiellement, de lui dire que puisqu'il s'agit d'un symbole religieux qui n'est pas une fantaisie vestimentaire, mais un commandement coranique, parce que c'est Dieu qui a dit dans le Coran, dans le chapitre Les Coalisés, verset 59, en s'adressant à son prophète: ô prophète, dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes de la Oumma islamique de relever sur elles leur grand voile en vue de se protéger des regards indécents et en vue de disposer par là un moyen de se reconnaître entre elles. Donc c'est un commandement divin, ce n'est pas un symbole vestimentaire. Concrètement, alors, donc, vous vous opposez un peu à... Alors si l'État dit maintenant on l'enlève comme ça, certaines couches l'ont ressenti comme une forme d'agression dans leur propre conviction religieuse. Alors nous avions dit donc au président Macky Sall que sur des sujets comme ça, d'éviter d'y aller en solo, mais plutôt d'impliquer les sociétés religieuses. Parce qu'une autorité religieuse qui, à travers son sermon du vendredi ou d'une prêche quelconque, explique aux croyants que par stratégie, nous devons de boycotter la burqa, parce qu'il y a des mouvances terroristes qui l'utilisent pour commettre des meurtres de masse et verser du sang des innocents, et qu'ils le font en notre nom à nous musulmans alors que nous n'y sommes pour rien. Nous vous demandons donc de boycotter la burqa et de la laisser entre les mains des terroristes et de se limiter au hijab qui n'a pas moins de valeur. Alors si un imam avait tenu ce discours-là, il passerait mieux qu'un communiqué de l'État disant de manière sèche et péremptoire: on interdit la burqa. Absolument. Donc votre tournée auprès des chefs religieux a coïncidé à l'affaire des homosexuels accusés ou bien soupçonnés de vouloir se marier, de s'être mariés à Kaolack.
Ces derniers ont été arrêtés puis libérés par le procureur. En fait, c'est une décision que vous avez contestée. Voilà. Selon vous, est-ce qu'il y a une main derrière un peu la libération de ces homosexuels? Oui, parce que quand ce scandale-là a éclaté, nous avions eu envie de dire bis repetita. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas très longtemps, en 2009, un cas similaire s'était produit dans la commune de Mbao. Des homosexuels qui s'étaient regroupés quelque part dans cette commune pour organiser de manière ostentatoire. Je dis bien ostentatoire parce qu'il y avait des tamas et autres qui accompagnaient cette festivité. Un mariage entre hommes. Et à ce moment-là, il est vrai que j'avais une responsabilité très connue dans la mouvance présidentielle d'alors, mais nous étions tellement scandalisés par la manière dont ces jeunes déviants ont été libérés que j'ai été obligé, bien qu'étant président de conseil d'administration quelque part, de me démarquer de la position de la mouvance présidentielle et de faire des investigations qui nous ont permis de découvrir de manière flagrante que c'est la France qui avait officiellement fait pression sur le gouvernement du Sénégal pour les faire libérer. Cette fois-ci, vous pensez que c'est le cas? La pression était réelle parce que le président de la République française, Sarkozy, en plein conseil des ministres, le 14 janvier 2002, avait textuellement dit que la France exprime sa vive préoccupation par rapport à l'arrestation des homosexuels. Et il a été renforcé dans cette position par le maire de Paris, Bertrand Delanoë, un homosexuel affiché qui ne se cache pas parce qu'il avait fait son coming out le 22 novembre 1998 sur une grande chaîne de télévision française, M6, en disant qu'il est un homosexuel et qu'il ne s'en cache pas. Alors ce dernier, en plus de l'intervention du président français, a écrit officiellement des lettres dont nous avons copie à 2 maires de ville ici au Sénégal pour leur dire de jouer leur partition pour la libération de ces homosexuels. C'est pas la peine. Peut-être que un moment viendra. Non, nous sommes en train de préparer un autre travail d'investigation pour essayer de voir comment et pourquoi ces jeunes pris en flagrant délit. Est-ce que Khalifa Sall en faisait partie, d'autant plus qu'en fait il est un maire socialiste? Non, partage le même. Le moment viendra. Alors, toujours est-il que il y a eu donc ces 2 pressions officielles, parce que Bertrand Delanoë avait utilisé son manteau de président de l'Association internationale des maires francophones pour faire ce qu'il a fait. Il y a eu une 3e pression française, toujours pour ces homosexuels de Mbao, venant de Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, qui avait interpellé officiellement son homologue français, Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères, en lui disant que c'est vous qui portez notre voix à l'extérieur. Faites tout pour que le Sénégal libère ses homosexuels. Et enfin, la dernière intervention, c'est celle du secrétaire d'État aux droits de l'homme, Ramayad, qui était allée plus loin, parce qu'elle était allée au siège des Nations Unies, porteuse d'une déclaration officielle de la France demandant à l'ONU de procéder à la dépénalisation universelle de l'homosexualité. C'est donc toutes ces actions conjuguées qui avaient fini par tordre la main au gouvernement sénégalais et qui avaient eu comme résultat la libération scandaleuse de ces homosexuels que j'avais dénoncés, indépendamment du fait que j'étais membre de cette coalition, sur beaucoup de plateaux de télévision, dont Dinek Diamono, etc. Cette fois-ci, est-ce que vous pensez que alors cette fois-ci, nous sommes en train de procéder à la même démarche, c'est-à-dire des recoupements, des vérifications, parce que nous sommes convaincus que c'est cousu de fil blanc, pour la bonne et simple raison que le commissaire Bokarli, il est connu pour son professionnalisme. À titre de petite illustration, en septembre 2015, Jamra avait fait pression sur l'État du Sénégal relativement à ces soi-disant jus d'orange ou de bissap qu'on vendait dans les écoles, les fameuses dosettes alcoolisées à 100 francs, alors qu'en réalité, c'était des boissons alcoolisées. Alors le président de la République avait donc donné droit à cette vieille revendication de Jamra en donnant instruction au ministre du Commerce qui a sorti
le 18 septembre 2015 un arrêté ministériel interdisant sur l'étendue du territoire national tout flacon ou contenu quelconque vendant un produit ayant un degré dépassant les 18 degrés. Alors, ce commissaire-là, Bokarli, n'a même pas attendu que l'État procède à la publication de cet arrêté ministériel pour prendre les devants. Il est allé dans les milieux infects pour saisir plus de 4000 et quelques caisses de ces boissons généralement connues sous les appellations saugrenues de Salagne, Nampebi, Jakarta. Et c'est ce Bokarli-là qui, encore une fois, a fait preuve de professionnalisme. Parce que quand il a reçu l'information concernant le projet d'organisation de mariage gay, beaucoup de gens ont pensé qu'il a agi sur un coup de tête. Non, il avait l'information plusieurs mois à l'avance. Et en professionnel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a procédé à ce que vous, les professionnels de la presse, avez l'habitude d'appeler des recoupements, et toutes sortes de vérifications, et même des filatures, jusqu'au jour J. Et le jour J, il est venu sur le lieu indiqué avec ses hommes. Ils ont épié ces suspects. Bref, rassemblé un nombre d'indices assez suffisant pour justifier leur intervention. Et effectivement, quand ils ont fait irruption dans la salle, ils étaient là, plus d'une cinquantaine, en train de préparer cette manifestation. Alors, plus de la moitié a pris la fuite, une bonne trentaine. Et là, il est légitime d'ouvrir une petite parenthèse. Parce que dans les procédures de police, au vu de différentes dépositions, les suspects disent que non, nous étions là simplement pour célébrer le réveillon du 24 décembre. Mais un simple réveillon, pourquoi fuir la police? Pourquoi fuir dès que vous voyez un homme détenu? Bref, toujours est-il qu'ils ont réussi à mettre la main sur 11. Et mieux, ils ont pu, sur place, rassembler un certain nombre de preuves accablantes attestant que c'était un mariage homosexuel qui s'était organisé. Parce qu'il y avait des bagues d'alliance ou de mariage, des robes de mariée, mais également des substances et des produits utilisés par les homosexuels occidentaux et que la substance et que la décence ne nous permet pas d'énumérer ici. Okay. Alors, il s'y ajoute que ces énergumènes ont insulté 3 fois la conscience des Sénégalais. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes un pays dont l'écrasante majorité est constituée de musulmans, 95%, et que notre livre de référence, le Coran, a émis pas moins de 8 fatwas contre les unions contre nature. Et Dieu prend souvent pour exemple le prophète Lot, en lui disant: Lot, n'oublie pas de me rendre grâce, parce qu'avant d'anéantir les cités de Sodome et de Gomorrhe, où des gens pervers accomplissaient ces actes abominables, je t'avais d'abord envoyé comme missionnaire, ils ne t'ont pas écouté, et c'est ce qui m'a poussé à projeter. Alors dans la Bible également, dans l'Ancien Testament, dans le chapitre de Lévitique, verset 22, le Christ dit: coucher avec un homme comme on couche avec une femme est une abomination. Donc ils ont insulté la conscience des Sénégalais. Ils nous ont insultés une deuxième fois parce qu'ils ont choisi une nuit aussi sacrée que la nuit de la célébration de la naissance du prophète pour commettre leur acte abominable. Ils ont insulté la loi sénégalaise parce que c'est sur la base de ces croyances-là que le législateur s'était basé pour structurer l'article 319 du Code pénal. Okay. Et enfin, ils ont insulté l'école sénégalaise parce qu'ils ne sont pas allés faire leur acte abominable à la plage ou dans un bar, mais dans un lieu d'excellence, à savoir le lycée Ibrahima Diouf. Et si malgré tout cela, le procureur dit qu'il n'y a pas de preuves suffisantes, autrement dit qu'ils n'ont rien fait, c'est dangereux. Parce que n'oublions pas qu'il y a 2 ans, il y avait un élément sexuel qui avait été enterré dans un cimetière. Il y a eu un déclenchement au niveau des populations, d'une furie, d'une colère au niveau des populations environnantes, qui sont allés faire une razzia dans ce cimetière, déterrer l'homosexuel pour le traîner sur plusieurs centaines de mètres. Alors il faut éviter avec des actes comme cela, c'est-à-dire refuser d'appliquer la loi alors que nous sommes dans un pays de droit, de pousser les populations, on ne le souhaite pas, mais de pousser les populations à vouloir se faire justice elles-mêmes. Voilà, autre sujet, M. Gueye, c'est par rapport à l'adresse du président de la République à la nation. Le président a annoncé qu'il va saisir prochainement le peuple pour poser un peu de 15 points sur le contenu
dans le projet de réforme constitutionnelle. Et parmi ces points, il figure un peu la réduction du mandat du président de la République et la durée de 7 à 5 ans. Aujourd'hui, vous poussez un ouf de soulagement après 3 années d'attente. Non, je pense que c'est une décision qui vient à son heure, parce que vous avez constaté en même temps que tout le monde que pendant plusieurs mois, je dirais même plus d'1 an, l'actualité était dominée par cette problématique de la réduction ou non du mandat présidentiel. Alors je pense qu'il n'y a pas de voie plus autorisée que le chef de l'État, intéressé au premier chef, pour clore le débat. Donc le débat est clos. La réduction de son mandat de 7 à 5 ans est donc officielle, et que la décision, le dernier mot reviendra, comme il l'a dit, au peuple qui, par voie référendaire, va donc mais se toujours prononcer. est-il que certains partis ne comprennent pas que jusqu'à présent, aucune date ne soit fixée pour la tenue de ce référendum. Voilà, donc c'est ce que j'allais dire. Donc c'est la seule ombre au tableau. Donc le fait de proposer aux Sénégalais un package d'une quinzaine de suggestions de réformes constitutionnelles, dont la problématique de la réduction du mandat, qui encore une fois, ne l'oublions pas, est consécutive à sa propre proposition à l'entre-deux tours. Si vous m'élisez, je réduirai mon mandat. Donc, il est donc tout à fait légitime qu'il s'attache au respect de cet engagement-là, parce qu'il y a une bonne partie peut-être de l'opinion qui avait consenti à lui donner leur carte parce qu'il avait fait cette proposition. Est-ce que vous pensez, comme beaucoup de partis politiques, que le président cherche à gagner du temps par rapport un peu à sa réforme? Non, c'est fini, parce que, comme le dit Coach Barma, c'est fini, il ne peut plus faire marche arrière, parce qu'il n'y a rien de plus officiel. Pas par rapport un peu à la réduction, mais par rapport à la date. C'est la date, effectivement, je l'avais dit tout à l'heure à l'entame de mon propos, que c'est la seule ombre au tableau. Justement. Alors nous suggérons donc au président de la République de joindre l'acte à la parole, d'être égal à lui-même. Parce que dès l'instant qu'il a fait preuve de grandeur en s'attachant à respecter sa promesse électorale, parce que c'était une promesse électorale, en disant à l'occasion de son adresse à la nation que ce problème fera partie du package qui va être proposé aux Sénégalais, c'est très bien. Les Sénégalais vont se prononcer en toute souveraineté, mais quand? C'est ça le grand point d'interrogation. Voilà, justement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Ok, donc justement le dernier thème, c'est par rapport à l'affaire Lamine Diack. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, Lamine Diack, c'est avec tristesse que, à l'instar de beaucoup de Sénégalais, nous avons été informés de ce scandale, parce qu'il s'agit d'un scandale. Je n'entrerai pas dans les aspects, disons, personnels qui nous lient à Lamine Diack, parce que c'était un ami intime de mon défunt oncle, le grand sérigne de Dakar, El Hadji Bassirou Diagne. Et c'est grâce à El Hadji Bassirou Diagne que j'ai pu le connaître, que j'ai pu lui serrer la main, lui parler au téléphone, etc. Alors, Lamine Diack, comme le dit Coach Barma, on peut considérer que c'est un terrible coup du destin qui s'est abattu non seulement sur lui, mais sur le Sénégal. Parce que ce n'est pas son honorabilité personnelle qui est uniquement éclaboussée, mais l'image même du Sénégal est ternie à l'extérieur. Au-delà des états d'âme, quelle est la leçon qu'il faut tirer par rapport au financement des partis politiques? Parce qu'on a parlé de financement des partis politiques, certains ont confirmé, d'autres ont nié. Voilà, au-delà de l'émotion, qu'est-ce qu'il faut en tirer sur le plan institutionnel? Vous savez, quand les Américains ont eu à intervenir avec une brutalité qui avait ébloui le monde au Panama pour arrêter le président Manuel Noriega, c'est parce que ce dernier était engagé de manière insolente et ostentatoire dans des activités répréhensibles, particulièrement des collusions très nettes avec les cartels de gros trafiquants de drogue colombiens, péruviens, etc.
Alors si bien que ces campagnes électorales, il les finançait avec l'argent de la cocaïne. Et c'est la raison pour laquelle le président Bush à l'époque avait déclenché l'opération Juste Cause, parce que c'était un mauvais exemple à travers le monde, pour aller à l'assaut de ce pays, sans mandat de l'ONU, et pour lui mettre le grappin dessus. Alors, donc, cette affaire de financement des partis qui entreprenaient de faire tomber le président Abdoulaye Wade avec l'argent des Russes, est doublement scandaleux dans la mesure où c'est une manière d'utiliser une arme non conventionnelle dans un débat, dans une activité démocratique. Et c'est encore une fois scandaleux dans la mesure où il s'agit de l'argent éminemment sale, parce que venant de la drogue, parce que le dopage c'est de la drogue, l'amphétamine que certains athlètes utilisent, tout le monde sait l'effet qu'il a de stimulation et tout ça, c'est de la triche. Et quand on pense qu'il y a beaucoup d'autres athlètes qui ont été pénalisés, qui ont été privés de médailles, simplement parce que certains athlètes qui sont drogués, qui sont dopés, n'est-ce pas, leur avaient damé le pion de manière injuste. Alors quand on pense donc que ces athlètes, parce qu'ils étaient épinglés par les responsables de l'IAAF, ont consenti à donner de l'argent pour qu'on passe l'éponge sur leur méfait, eh bien c'est de l'argent de la drogue qu'ils ont donné pour étouffer une activité délictuelle. Alors si cet argent-là est venu au Sénégal, et a fortiori pour financer des partis politiques, alors moi j'ai envie de dire que leur victoire sur le président Abdoulaye Wade, même si au début on considérait qu'elle était belle, parce que c'était une preuve de la maturité éclatante de notre démocratie, alors maintenant beaucoup d'enthousiasme, bien que moi je faisais partie du camp des vaincus, mais quand même j'admirais la manière dont cette confrontation politique avait eu lieu et qui avait abouti à la défaite d'une partie et au plébiscite de l'autre. Alors même nous sommes en train de vivre le sentiment amer d'avoir été grugés. Parce que donc Abdoulaye Wade a été battu, il est vrai, politiquement, mais également avec de l'argent de la drogue, avec de l'argent sale. Et moi j'invite tous les leaders de l'ancienne opposition de s'inscrire dans le sillage de Cheikh Bamba Dièye, qui officiellement, à travers les médias, s'est lavé à grande eau en disant qu'il n'a pas touché à cet argent. Mais à part Cheikh Bamba Dièye, jusqu'au moment où l'on parle, peut-être que je peux me tromper, je n'ai pas encore entendu un autre leader. Le président Macky Sall, via son service de communication. Voilà, le président Macky Sall également, en tant que membre éminent de cette ancienne opposition, à travers son service de communication. Amadou Mahtar Mbow également. Amadou Mahtar Mbow également. Donc à part ces trois-là, je souhaiterais, parce qu'ils sont nombreux, on avait 13 candidats je pense. 14. Alors en plus de ces trois, je souhaiterais, pour leur crédibilité, pour sécuriser notre démocratie et tranquilliser l'opinion nationale, d'élever la voix et de dire ce qu'il en est. Est-ce qu'ils ont touché, est-ce qu'ils n'ont pas touché? Alors je pense que voilà donc où se situe le débat. Mais encore une fois, Lamine Diack, en tant qu'être humain, nous ne pouvons que lui souhaiter, comme l'aurait dit un Mokhadam ou un talibé Tidiane, qu'il y a le sang ko sutura, parce qu'après tout il est des nôtres, et puis qu'il puisse revenir dans sa famille, vivre mal, reprendre sa vie normalement. Voilà, je vous remercie M. Gueye infiniment. Je vous remercie également d'avoir bien suivi l'émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.